Nous allons parler de médecine traditionnelle chinoise, nous allons également parler de certaines notions clés du Qigong et puis de certaines pratiques de Qigong spécifiques. Donc n'hésitez pas à aller au sommaire. Voilà, allez, on est parti pour ce petit entretien avec l'auteur du livre Le Qigong des animaux mythiques, Dominique Jacquemet, qui est formatrice, qui est enseignante, praticienne de médecine traditionnelle chinoise, et on va continuer à découvrir son parcours au cœur du Qigong et bien sûr partager aussi autour de notions clés. Vous allez voir, elle va nous apporter des éléments qui peuvent être vraiment intéressants pour nourrir notre pratique de Qigong. Allez. Donc bonjour Dominique et bienvenue pour ce nouvel entretien. On a déjà eu l'occasion de discuter la dernière fois autour du Qigong des animaux et du Qigong du tigre. Et puis là, j'ai le plaisir à nouveau de te recevoir pour que tu nous parles un peu de toi. Déjà, comment vas-tu ? Très bien, je te remercie Daniel. On a le soleil, c'est bien. Voilà, on partage le soleil. Alors là, chez toi, il fait jour, chez moi, il fait nuit. On est chacun d'un côté de l'hémisphère et puis on a tous les deux un soleil qu'on peut partager. C'est parfait. Donc, écoute, comme on avait dit la dernière fois, on s'était dit pourquoi pas refaire un entretien pour que tu puisses un peu présenter ton cheminement, ton parcours de pratiquante, ton parcours d'enseignante et de formatrice, pour que les gens puissent un peu te découvrir. Il y en a certains qui t'ont peut-être découvert déjà au travers de ton ouvrage qu'on a présenté la dernière fois, le Qigong des animaux mythiques. Et ça serait fabuleux si tu nous parlais un peu de toi et de ton cheminement dans les arts internes, dans les arts énergétiques, dans le Qigong. Oui, en fait, si tu veux, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et avec ma grand-mère, j'ai commencé à pratiquer le yoga quand j'étais petite fille, effectivement. Donc, tu vois, c'est un cheminement qui vient de loin. Et comme j'avais aussi j'ai des origines chinoises lointaines, mon arrière-arrière-grand-mère était chinoise, j'ai été baignée dans cette ambiance avec des décorations chinoises, avec cet esprit qui était là et qui me fascinait. Je voyais ces petites boîtes avec des paysages chinois et ça restait en moi. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai fait la médecine chinoise à Shanghai. J'ai d'abord suivi 2 formations en Occident et puis ensuite, je suis partie là-bas faire des stages. D'accord. Donc, tu t'es formé directement en Chine, après t'être formé en métropole, j'allais dire, c'est-à-dire en France, à la médecine traditionnelle chinoise. Tu as poursuivi ton parcours en Chine. Dans quel cadre et comment ça s'est passé ? Écoute, c'était des stages, donc c'est-à-dire que dans des hôpitaux, j'ai eu l'occasion d'être accueillie et de pouvoir, faire des stages dans différents domaines, dans différentes sections, de manière à explorer et approfondir cette médecine chinoise. Donc, si tu veux, il y a encore des hôpitaux, il y a vraiment très très longtemps, il y a encore des hôpitaux très traditionnels, il y a aussi des hôpitaux extrêmement modernes, mais la médecine chinoise fait partie en fait de leur de leur approche de la santé, qui est très différente. Oui, tout à fait. Qui est très différente. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a tout cet esprit de prévention. Et ce que j'ai vraiment aimé et ce qui m'a vraiment marqué dans ce parcours là-bas, c'est qu'il y a vraiment une écoute aux personnes, aux patients. Donc chaque médecin prend vraiment le temps d'écouter la personne profondément et de la soigner à partir de ce ressenti qu'ils ont. D'accord. Oui, c'est vraiment une approche très différente. Et c'est vrai que tu parles de cette notion d'écoute, et c'est une notion qu'on retrouve profondément ancrée dans la pratique du Qigong aussi, non, dans les arts énergétiques chinois. Je crois qu'en chinois, écouter, on dit ting, non, ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est bien ça. Et donc cette écoute, effectivement, par le travail de la méditation, parce qu'anciennement, les médecins pratiquaient, c'était des taoïstes, les médecins chinois, on va dire ça comme ça,
ils avaient une pratique aussi de méditation. Et donc, c'est leur pratique de méditation qui permettait aussi de soigner de cœur à cœur. Voilà, par cette par ce ressenti. Et ils savaient exactement comment soigner par cette intuition, on va dire ça comme ça. Ils savaient exactement ce qu'il fallait, quel était le point qu'il fallait. C'est pas quelque chose de mécanique, soigné, mais au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et effectivement, dans le Qigong, il y a aussi le fait de se soigner. Bon, après, à un certain niveau, il est possible aussi de soigner les autres personnes et de transmettre son énergie. Mais évidemment, c'est d'abord ce travail sur soi, cette transformation énergétique qui est vraiment essentielle. Voilà, et c'est ce parcours que j'ai fait. J'ai commencé à méditer très tôt, bien sûr, d'abord par un cheminement sur le yoga, et puis avec un cheminement vers cette profondeur du Qigong. Je l'ai découvert par plusieurs biais, parce que j'ai eu à chaque fois des personnes qui ont été là sur mon chemin, et à chaque fois ce Qigong revenait, et j'ai pratiqué dans les parcs le matin avant d'aller faire mes stages, et puis petit à petit, ça a pris plus de place dans ma vie personnelle, et ensuite je l'ai enseigné. J'avais un autre programme au départ. Avant d'être professeur de Qigong, j'ai eu une carrière, je donnais des formations sur la médecine chinoise et sur le travail des liquides du corps. Je fais des recherches là-dessus. J'ai une très belle carrière internationale. Et puis, en fait, ma vie spirituelle était essentielle, et c'est pour ça que le Qigong a pris le dessus sur ma vie. D'accord. D'accord. Petit à petit, tu as glissé donc de cet art thérapeutique ancestral qu'est la médecine traditionnelle chinoise vers cet autre art ancestral qui est le Qigong, et les arts corporels, et qui, comme tu le dis, sont teintés aussi de toutes ces notions spirituelles, taoïstes, et qui donc nous invitent à cheminer plus loin. Et j'étais curieux justement, là, comme on venait de parler de cette notion d'écoute, de cette notion de Ting dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors bon, je le prononce sûrement pas avec la bonne tonalité, bien sûr, mais comment tu appréhendes, toi, ce travail-là dans le Qigong? Comment tu emmènes peut-être tes élèves ou tes stagiaires, tes étudiants, à développer cette notion d'écoute dans leur pratique? Écoute, je pense que, comme toi, pour moi, c'est vraiment le pilier de ma pratique, c'est l'écoute. D'abord, être enseignant, ce n'est que ça, ce n'est qu'une écoute. Mais il faut passer d'abord par ce ressenti. C'est-à-dire qu'il y a 3 axes dans le Qigong, qui sont bien connus, qui sont l'axe du corps, l'axe du souffle et puis l'axe de l'esprit. On appelle ça en fait les 3 régulations. On peut dire aussi c'est 3 harmonisations. Il faut arriver à harmoniser ces 3 plans en nous pour pouvoir en fait s'élever. Et la première chose, c'est bien sûr le corps, enraciner son corps, mais entre le corps et l'esprit, il y a le souffle. Et je pense que ça part du souffle. C'est le souffle, en fait, qui va, nous amener à cette conscience du corps et à cette conscience de l'esprit. Donc, c'est par ce ressenti profond de notre respiration que nous pouvons ressentir le Qi, que nous pouvons ressentir notre corps et que nous pouvons profondément enraciner, parce que l'enracinement, c'est aussi l'esprit. Enraciner toutes les parties de soi de manière à ce qu'il y ait une globalité. D'accord. Oui, et là, donc, effectivement, quand tu parles du souffle, tu parles de la respiration. On est d'accord, hein? La respiration, bien sûr, c'est la respiration, mais c'est une respiration qui est énergétique. Donc, c'est quelque chose qui est
voilà, si on fait un sport, si nous pratiquons un sport, nous respirons, mais ici c'est une conscience profonde de la respiration. Comme tu as bien expliqué tout à l'heure, c'est une écoute. Oui, je te demandais cela parce que oh, pardon, excuse-moi. Je t'ai peut-être coupé. De temps en temps, il y aura un petit décalage parce qu'on est loin et donc faut que les informations elles arrivent d'un hémisphère à l'autre. Oui, je te posais cette question parce que le terme chi se traduit également par souffle. Et c'est vrai que j'ai remarqué des fois en Occident, on fait justement l'amalgame entre ces deux souffles qui bien sûr sont liés et interdépendants aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce terme chi qui se traduit par souffle. Alors c'est vrai qu'en Occident, souvent on le traduit par énergie, mais j'ai vu que dans les traductions chinoises, chez les sinologues, ça se traduit par souffle, dans le sens ce qui anime les choses. Et effectivement, on a ainsi ce souffle de la respiration. Voilà, c'est pour ça que je te posais cette question. Et donc, il y a encore sûrement un autre degré lorsque tu as dit réguler le corps. Réguler le souffle donc de la respiration et puis réguler l'esprit. Et où est-ce qu'on placerait donc cette notion de chi entre ces trois axes? Est-ce que c'est la croisée tout simplement de ces trois plans ou... Oui, c'est la croisée de ces trois plans, c'est-à-dire que il y a le plan qui correspond à la Terre, le plan qui est au milieu, qui correspond à l'homme, et puis il y a le plan du ciel. Maintenant, il y a une chose importante, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé d'unité. Et ça, c'est vraiment essentiel de comprendre que les choses ne sont pas séparées. Parce que souvent, on va parler du corps, du souffle et puis de l'esprit. Mais en fait, ça ne fait qu'un. Tout est, comment dire, c'est une osmose. Ça, c'est important. C'est pourquoi... Oui. C'est important de comprendre que nous sommes une globalité et qu'en fait, on ne va pas commencer à travailler le corps, puis on va s'occuper du souffle et puis on va s'occuper de l'esprit. Ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, moi, je l'envisage comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une unité. Lorsqu'on pratique ce Qigong, eh bien, on va pratiquer tous nos plans, tous nos espaces en même temps. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'il y a des ouvertures, il y a des mouvements qui se font, qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on fait dans la vie habituelle. Oui, peut-être ce qu'on entend quand on dit qu'on va travailler sur ces trois axes et qu'on va cheminer à travers ces trois régulations, c'est qu'en fait, on va mettre un peu plus l'accent sur une chose à un certain moment et un peu plus peut-être sur une autre, mais ça n'exclut pas, on va dire, les deux autres plans. Voilà. Tout fonctionne, tout est interdépendant en fait. C'est ça qui est beau. Oui, c'est très intéressant. Oui, ça me fait penser aussi au fait que en médecine traditionnelle chinoise, les émotions, c'est du qi. Voilà. Finalement, tout est. Un jour, on m'a dit finalement tout est du qi plus ou moins dense et sous une forme, voilà, plus ou moins différente. Ouais, effectivement. Et les reins aussi, hein. Quand on pense au corps, au Tsin, donc c'est-à-dire cette énergie ancestrale qui nous habite aussi, hein, qui est comme un trésor qui est à l'intérieur de nous, eh bien, c'est aussi une énergie, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, je vais un peu revenir à ton parcours. Oui. Donc, tu as pu suivre, aboutir ta formation en tant que praticienne de médecine traditionnelle chinoise en Chine. Et puis, tu es venu au contact du Qigong ou le Qigong est venu au contact de toi ou sûrement les deux. Et à partir de là, tu as commencé à cheminer dans cette pratique et tu t'es formé où tu as développé ton enseignement, ton Qigong en Occident ou aussi en Chine. Comment ça s'est passé de ce côté-là? J'ai été, bien sûr, pratiquer là-bas. J'ai reçu des enseignements là-bas. J'ai aussi, ici en Occident, j'ai aussi reçu des enseignements, bien sûr, et, qui ont été très riches.
Et je pense que, comme je t'avais expliqué, c'est ce qui m'a permis vraiment d'enseigner, c'est davantage un ressenti en fait. C'est ma pratique personnelle, le fait comme on dit, de répéter les mouvements, de se les approprier en profondeur, qui m'a fait avoir peut-être aussi une pédagogie assez personnelle. Donc avec un travail de micro-mouvement, voilà, de décomposition du mouvement, et puis pour arriver petit à petit, comme une fleur qui s'ouvre en fait, arriver à la finalité du mouvement complet. Et c'est vraiment cette écoute à chaque petite phase du mouvement. Essayer de comprendre comment le corps se place, comment l'énergie va se mettre dans le mouvement, quels sont les endroits qui vont s'ouvrir à l'intérieur de soi. Et ça, évidemment, c'est un parcours que chacun doit faire, que l'enseignant va transmettre sa manière à lui, en fait, d'envisager le mouvement. Et bien sûr, avec des points qui sont connus, qui sont des grands piliers de notre pratique. Et puis après, l'élève, lui, fait aussi son travail personnel. Il fait son travail pendant le cours et puis il va faire aussi son travail personnel de méditation sur le mouvement. Une fois qu'il s'est approprié le mouvement, qu'il a mémorisé, en fait, on passe à cette phase où on sort de l'apprentissage, qui est beaucoup plus spontané et où le chi circule. Donc ça, dans les cours aussi, il y a un chi commun, ça c'est intéressant de pratiquer ensemble parce qu'il y a quelque chose d'assez fort au niveau du cœur, mais aussi une énergie plus conséquente, et également cette pratique méditative qu'on fait chacun à travers soi, à travers son corps, à travers sa dimension spirituelle, sa respiration, tous les aspects de notre être. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que j'en parlais justement récemment avec des élèves et des stagiaires de cette facette où on pratique ensemble et où justement on va dire créer un élan qui va nous porter et créer une. Bon, on parle de dynamique de groupe, on en parle aussi dans d'autres domaines, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la pratique commune, dans la pratique en groupe qui peut être vraiment très, très intéressante. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime beaucoup sur certains de mes cours pouvoir vraiment mélanger les différents niveaux de pratiquants et ce qui permet finalement aux pratiquants novices de se glisser dans ce flux et de se laisser un peu porter par des élèves qui ont un peu plus de pratique. Et puis, à son tour aussi, cette personne qui commence dans la pratique va nourrir ce mouvement et il se passe quelque chose qui est assez intéressant et qui fait qu'effectivement, la pratique en groupe peut être très, très nourrissante. Oui, c'est vrai que lorsqu'on est dans un groupe, en fait, on est porté par un chi qui est très particulier. Et c'est vrai que même parfois des débutants, eh bien, ressentent des choses parce que le groupe est là aussi. Et même si c'est par Internet, je vois dans mes cours que même par Internet, il y a quelque chose qui se passe. Souvent, bien sûr. Que je pratiquais devant un écran, et puis les personnes qui viennent au cours, même par Zoom, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'on n'est plus devant un écran, on est dans sa pratique, on est avec le groupe malgré tout. Et c'est très, très Tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que même la physique moderne nous apprend que l'espace et le temps sont relatifs. Donc, voilà, on peut se connecter. Tout à l'heure, tu parlais de cet enseignement ou de cette connexion de cœur à cœur. Eh bien, on peut se connecter. Enfin, on le fait tous spontanément. On pense à quelqu'un, on se connecte à lui par l'esprit, par le cœur. Et c'est vrai qu'on peut également pratiquer comme ça et retrouver cet élan, même via des cours, voilà, à distance. Effectivement, ouais. Ouais, ce n'est pas une limite. Et justement, la pratique est là pour nous apprendre aussi à effacer certaines limites. Oui, et d'être réellement à l'intérieur de soi. Et ça, c'est un apprentissage.
Mm. Mm. Alors, j'ai une petite question un peu pragmatique. Est-ce que pour développer, par exemple, ces qualités d'écoute, tu vas utiliser des exercices particuliers? Moi, je pense par exemple à la posture initiale, ce que moi j'appelle Wuchi, hein. Alors, je ne sais pas si toi, tu utilises certaines méthodes particulières. Bien sûr, parce que pour moi, le Qigong, ce n'est pas uniquement faire des mouvements. Souvent, en Occident, on pense Qigong, mouvement. Mais il y a aussi tous les aspects statiques. Donc, il y a un aspect dynamique, mais il y a aussi l'aspect statique. Et pour moi, dans les cours, tu sais que je donne aussi des formations de professeurs, hein, mais aussi bon, dans les stages, les cours, peu importe, il y a toujours cet aspect statique qui est au cœur de la pratique. On doit pouvoir aborder le silence, parce que le silence, il va s'inviter aussi dans les mouvements, je veux dire dans la gestuelle, mais en dehors de ça, être dans du statique, c'est une grande profondeur, extrêmement grande. Et il y a une régularité à mettre au cœur de sa vie. Moi, j'encourage mes élèves à faire de la méditation chez eux aussi régulièrement au cours et puis chez eux. Ouais. C'est merveilleux. Oui, développer les pratiques méditatives au travers de l'assise ou des postures immobiles. Ici en Occident, on appelle la posture de l'arbre, Jan Chuang. Alors à nouveau, ma prononciation doit être catastrophique, mais vous voyez de quoi on parle. Et ok. Et ça fait émerger d'autres questions, toujours, bon voilà, un peu sur ton cheminement. Une chose, c'est que par rapport à ta question, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi la visualisation. Donc il y a la non-visualisation, donc l'énergie qui circule et qui amène des ressentis. Et puis aussi, il y a des méditations, enfin généralement, moi je préfère faire de l'assise ou qui sont guidées. Mais ce n'est pas quelque chose, ça doit rester, à mon sens, quelque chose de naturel en fait. L'image va venir spontanément et elle vient d'elle-même et après, peu importe ce qui apparaît. Voilà, mais c'est intéressant aussi parce que ça permet d'ouvrir des possibilités de notre esprit. Oui, j'aime beaucoup. Ouais, ça me fait penser à cet esprit un peu taoïste, quoi, où on ne force pas les choses finalement et on laisse les choses advenir et après éventuellement on danse avec ou on les chevauche. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait ce parcours de médecine chinoise, je pense, sans doute un peu comme toi, puisqu'on a un parcours assez similaire, le fait d'avoir fait la médecine chinoise m'a beaucoup apporté dans ma pratique de Qigong également. Parce que ça permet d'avoir des ressentis sur notre corps, le fait de connaître le corps, de connaître les pratiques aussi, ça amène des choses qui sont merveilleuses. Oui, tout à fait. Oui, c'est très important. Oui, c'est vrai que d'avoir quelques notions même de médecine traditionnelle chinoise va permettre d'ouvrir vraiment le champ de la pratique et puis d'aller vraiment en profondeur de certaines choses. Bon, je suppose que toi aussi, dans tes cours, dans tes formations, je n'en doute pas, mais peut-être dans tes cours, tu amènes aussi petit à petit certaines notions, voilà, pour que les gens puissent se familiariser un peu avec cet univers du Qigong, qui est un univers bien à part, puisqu'il y a des référents culturels et traditionnels qui sont très, très lointains de nous, de notre culture à nous. Et c'est pour ça qu'on est attiré, en fait, que les Occidentaux sont attirés parce qu'ils sentent qu'il y a un calme. On sent en Asie quelque chose de très différent, que les personnes sont calmes, que voilà, qu'il y a beaucoup d'intériorité déjà culturellement. Ouais, effectivement. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas le même rapport au monde, pas le même rapport aux choses. Ouais. Et en fait, tu as dit tout à l'heure, la méditation, parce que en Occident, les émotions sont beaucoup plus, comment dire,
domine souvent. Hein. L'occidental, il est habité par beaucoup d'émotions, alors que finalement, en Orient, on voit qu'il y a beaucoup plus de calme. Et en fait, c'est pour ça qu'on est attiré, parce qu'on a besoin de ce retour au calme. Et ces pratiques de Qigong, bon, il y a d'autres pratiques aussi, évidemment, et ces pratiques méditatives, maintenant, elles ont du succès, elles viennent vers nous. Oui, tout à fait, ouais. Ça vient combler un vide et ça nous permet de poser un peu cet esprit qui s'agite, hein, ce singe. La dernière fois, on parlait du Qigong des animaux, et c'est vrai que des fois, on symbolise l'esprit par ce singe qui est un peu agité. Et justement, avec ce Qigong du singe, on peut travailler dessus. Oui, tu allais dire? Pardon. Je dis, il saute de branche en branche, mais à un certain moment... C'est ça. Le singe, en fait, c'est le cœur. C'est l'énergie du feu. Et donc, c'est ce feu qui va être calmé par la pratique du Qigong et qui va descendre, en fait. Qui va descendre vers l'eau, vers l'énergie rénale. Et donc, c'est enraciner ce cœur pour qu'il soit apaisé. Et quand le cœur est apaisé, au fond, la vie, elle est facile. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, nous restons dans notre centre. C'est ça qui caractérise en quelque sorte le sage, c'est que quoi qu'il se passe autour de lui, il ne change rien, en fait. Son cœur reste apaisé. Et c'est ce que peut nous apporter, effectivement, ces belles pratiques. Le fait de rester dans son quotidien, dans sa respiration, que le cœur reste, on dit le cœur est vide, mais c'est une manière d'expliquer qu'il n'est pas encombré. Ouais. Oui, ce que j'aime beaucoup aussi, ça me fait penser à ça, ce que j'aime beaucoup dans les pratiques corporelles, ce que j'ai beaucoup aimé dans le Qigong, dans le Tai Chi aussi, dans les arts martiaux chinois, c'est que ce centrage passe effectivement par également un centrage au niveau du corps. Et voilà, qu'il y a un travail par l'esprit, mais également au niveau du corps. Alors, je vais revenir encore un court instant à un côté plus matériel, plus pragmatique, pour continuer à mener ma petite enquête sur ton cheminement dans le Qigong. Est-ce que justement, dans cet apprentissage que tu as pu suivre en Chine, il y a des... alors, on l'a dit, hein, le Qigong n'est pas seulement dans la forme, il est évidemment dans la non-forme, dans l'esprit, dans tout un tas de choses qui sont de l'ordre du très très subtil. Mais est-ce qu'il y a des méthodes de Qigong en particulier qui t'ont fortement imprégné, qui t'ont marqué lors de ton cheminement et puis des transmissions que tu as pu recevoir? Ben écoute, c'est extrêmement large. C'est extrêmement large. Donc, il y a des Qigong qui sont, on va dire, un peu plus externes, comme les Yin Jin Jin, les Badua Jin, c'est-à-dire les 8 pièces de soie, et qui fortifient en fait la dimension corporelle, mais même ces Qigong, parce que parfois ils sont pratiqués de façon très physique, et on oublie l'autre aspect, c'est-à-dire que même si ce sont des Qigong qui vont travailler sur les muscles, sur les tendons, sur des choses qui sont très corporelles, très physiques, il faut garder à l'esprit que cette pratique est quand même une pratique du souffle et de l'intériorité. Et ça, c'est intéressant. Donc, quelle que soit pour moi, en fait, la forme de Qigong a très peu d'importance, finalement, pour te dire la vérité. Oui. Voilà, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que ce qui compte, c'est la manière dont on appréhende le Qigong, dont on va apprendre son corps, son souffle. Donc moi, je peux pratiquer n'importe quel Qigong, ça m'est complètement égal. D'abord, je les trouve tous. Et puis, je vais mettre la même intensité, que ce soit telle ou telle forme. Mais, par exemple, si j'enseigne un Qigong, je reste quand même très longtemps dessus. Je vais enseigner 2 Qigong, pas plus.
C'est déjà un grand maximum de Qigong. Ouais. Voilà, tu veux dire de Qigong sur l'année, par exemple, quand tu emmènes un groupe d'élèves. Ouais, je fais exactement la même chose, tu vois. En général, j'aborde 1 ou 2 méthodes par an et puis autour de ça, on papillonne, voilà, selon l'instant et puis selon l'énergie du moment et du groupe. Ouais. Mais c'est vrai que pareil. Dans le même sens, donc c'est-à-dire approfondir, ressentir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des Qigong, par exemple celui que j'enseigne ici pour le moment qui s'appelle Ciel et Terre. Donc il va y avoir un nouveau livre aux éditions Guitry Daniel. Ah super, on a un scoop. Il va travailler davantage sur... il étire tout le corps avec beaucoup de flexion. Donc par exemple, ça c'est un Qigong qui va agir sur des grands méridiens, des élongations des muscles, des tendons. Mais il y aura parfois d'autres Qigong qui sont tout aussi beaux, mais qui vont être moins, comment dire, avec moins de mouvement, plus statique, plus interne, avec très très peu de mouvement. C'est tout aussi intéressant. Ouais. Ouais. Ok, donc c'est un nouveau livre sur lequel tu travailles et dans lequel tu vas pouvoir... On est à la fin, il va être bientôt imprimé, donc il va sortir dans très peu de temps, on attend. Ah, super, super. Ouais. C'est une belle surprise. Ben, génial, ben, dès qu'il sortira, on fera une vidéo pour que tu nous le présentes. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, ça sera super. Ça sera super. Et puis de toute façon aussi, faut qu'on a plein de trucs à faire. Hein. Faut qu'on refasse aussi une vidéo puisque dans l'entretien précédent, voilà, on a commencé à parler du Qigong des animaux et c'est vrai qu'on l'a effleuré, qu'on a juste esquissé, voilà, quelques idées autour, mais ça sera aussi intéressant de se plonger plus en profondeur autour de ce Qigong que tu développes, que tu enseignes et puis que tu as aussi transmis sous la forme de cet ouvrage. Ouais. Donc, Daniel, j'ai justement un texte de Shakyamuni, donc le Bouddha, qui a vécu vers 563-483 avant Jésus-Christ. Et ce texte est l'enseignement de ce que nous avons dit pendant tout cet entretien. Et il dit ceci: je suis un enseignant et comme un docteur, je peux vous donner un médicament efficace. Mais vous devez le prendre vous-même et vous soigner. Voilà, tout est dit. Exactement. Exactement. Donc ça veut dire, si j'interprète, ça veut dire simplement que, en fait, l'enseignant va donner, mais après, il y a tout le cheminement personnel. C'est clair. Et nous, en fait, oui. on donne l'enseignement. L'enseignement ne se donne pas parce que c'est à chacun à faire cette voie, ce travail personnel. Cette écoute. Ouais, exactement. Ce que tu avais dit, cette écoute. Oui, c'est vrai que c'est toujours ce qu'on m'a dit. On m'a dit le Qigong, c'est ton Qigong. Hein, c'est vrai, c'est ce que je dis à mes élèves aussi, c'est votre Qigong. Pas dans le sens où possessif, mais dans le sens où c'est voilà, votre petit jardin et c'est à vous de le nourrir, de l'arroser et puis de faire croître toutes ces graines que vous avez pu recevoir de votre professeur, de vos rencontres et que vous plantez vous-même par votre cheminement et par votre expérience. Voilà, c'est votre jardin et c'est à vous de le nourrir. C'est pour ça qu'on dit, dans ce domaine-là, cultiver. Ça a un sens aussi. Par exemple, son champ de cinabre, c'est cultiver. Eh bien... Exactement. Super, ben merci pour ce petit texte qui va clore notre entretien. Et puis, je te dis à bientôt. Merci bien. À bientôt.